La violence du discours politique et médiatique qu'on a eu est sidérante. Et je comprends que, parce qu'on est dans une forme de propagande, au sens clair du terme, hein, on peut aller regarder dans des livres comme ceux d'Edouard Bernays, par exemple, le livre Propaganda qui est formidable et qui explique comment on peut mettre en place ces messages-là, comment on peut duper les esprits de toute une population. Et là, je pense que, par endroits, c'est vraiment ce qu'on a eu. C'est-à-dire quand on voyait à la télévision des spécialistes qui étaient triés. C'est-à-dire, l'exemple parfait, c'est qu'on a expliqué que des médecins généralistes tout à fait sympathiques étaient plus crédibles que des spécialistes, des virologues ou autres. L'exemple parfait, c'est le professeur Raoult, avec toutes les critiques qu'on peut apporter, bien évidemment. Mais on nous a fait croire en 3 mois que ce monsieur, en fait, était un incompétent qui avait eu son diplôme à la loterie. Alors qu'il était reconnu parmi les plus grands spécialistes pendant des décennies avant le Covid-19. C'était pas sérieux, quoi. Et donc on a vu en plus un tri qui s'opérait, et tout ça est devenu très, très médiatique. Le message répété de la sorte, je crois que c'est ça qui a poussé les gens à cet état de servitude. En parlant d'experts, vous avez aussi fait pas mal de vidéos sur Martin Blachier, qui a été au centre de beaucoup de votre attention. Pourquoi Martin Blachier en particulier? J'en parle avec beaucoup d'émotion. Hein. S'il n'y avait pas les camarades, je pourrais peut-être couler une petite larme, mais c'est le symbole parfait de ce qu'on a vécu. Pour expliquer à nos amis spectateurs qui peut-être ne connaîtraient pas le monsieur, c'est un médecin de plateau, comme on en a eu des tonnes, fortement sympathique, un bon client, comme on dit dans les médias, plutôt beau, beau parleur, à l'aise et tout ça, alerte, tout ce qu'on veut. Et il est arrivé dans les médias. Alors, au départ, il est médecin de santé publique. Donc, médecin de santé publique, c'est pas un médecin que vous allez voir pour vous prescrire n'importe quoi. C'est une personne qui est formée pour appliquer des consignes sanitaires et les faire redescendre aux médecins de terrain, justement. Donc, c'est une petite spécialité française, peut-être qu'il y a un équivalent en Suisse, je ne sais pas, mais on est plus dans l'administration sanitaire, en fait. On n'est pas vraiment sur le médecin qui vient vous opérer ou prescrire quoi que ce soit. Donc, loin de moi l'idée de renier ses compétences ou quoi, mais on n'est pas sur quelqu'un qui était vraiment qualifié pour ça. Qu'importe, il s'est imposé dans les plateaux, et en fait, on a, pour ceux qui connaissent, c'est Star Wars, quoi. C'est-à-dire que c'est Anakin Skywalker qui va devenir Dark Vador. Donc, c'est-à-dire que Martin Blachier a changé d'avis environ toutes les 2 semaines. Il était tout le temps dans le sens du vent, et il l'a assumé, hein, dans un interview avec Idriss Aberkane et Fabrice Divisio, il a assumé que l'euphorie d'être invité en permanence sur les plateaux le poussait à dire ce qu'il fallait dire, à être tout le temps dans le sens du vent. Et donc on a eu cette trajectoire où il était de pire en pire, c'est-à-dire qu'il est allé jusqu'à proposer des amendes de plusieurs centaines d'euros, pour pas dire plusieurs milliers, aux jeunes qui faisaient la fête pendant le confinement. Donc des choses mais sidérantes, c'était toujours plus, quoi. Et donc il est devenu Dark Vador, et en fait on lui a enlevé le masque avec une histoire d'amour. Parce que c'est vraiment ça, c'est ce qui m'a passionné. J'ai fait presque 15 vidéos sur lui en suivant ses sorties. Et il est tombé amoureux d'une psychologue qui s'appelle Marie-Estelle Dupont, qui est aussi très invitée sur les plateaux en France. Et ils ont eu une histoire, une idylle, ça. Et il a commencé à changer d'avis. Et là, il s'est fait le chevalier blanc, il luttait contre la vaccination des enfants et des jeunes. Il était beaucoup plus critique de tout ce qui se passait. Il venait même déranger sur les plateaux. Et donc, on a eu cette trajectoire-là. Ils se sont séparés récemment. Et là, aujourd'hui, on n'entend plus trop parler. Il a sorti 2 livres qui ont davantage l'intérêt de caler des tables, parce que c'est vrai que les livres en tant que tels ne sont pas terribles. Mais on a quelqu'un qui veut encore rester dans la lumière. Et si le Covid réapparaît d'une toute petite manière, il sera là. Et donc voilà, je trouve qu'il est le symbole parfait de ce qu'on a vécu. Quelqu'un qui est arrivé pour expliquer d'abord, dans l'urgence de la situation, et puis après, qui était tout ça dans le sens du vent, avec ce petit côté romantique. On fait un drame shakespearien assez moyen, mais quand même. Pour sa défense, on peut aussi dire que d'une certaine manière, il s'est remis en question à un moment donné, qu'il a peut-être un peu changé de discours parce que ses idées ont évolué. Je pense vraiment pas. Je pense vraiment pas, pour l'avoir suivi de très très près. Mais c'était absurde, c'est-à-dire que dans un épisode du Martin Blachier Comedy Club, qui est le nom de l'émission, je crois que c'est l'épisode 6 ou 7, je prends des séquences qui ont eu lieu le même jour et où il dit l'inverse. C'est-à-dire qu'on a surtout un flot de paroles, en fait. Je pense sincèrement que c'est de l'occupation d'espace. Et à raison, hein, je veux dire, ça doit être extrêmement plaisant, hein, d'être sur les plateaux télé, d'avoir son image, d'être reconnu et tout ça. Mais au fond, il n'y avait rien de scientifique dans tout ça. Dans la mesure où, de toute façon, beaucoup de propos s'inscrivaient dans le futur, sur l'efficacité des mesures, l'efficacité du vaccin, toutes ces questions-là, qui étaient de toute façon des questions, enfin, qui étaient des réponses hypothétiques, vu qu'elles allaient se destiner dans le futur. Donc c'était du flot de paroles, de par la nature même de ce qu'il disait. Donc c'était bluffant, quoi. C'était bluffant. Et au fond, je pense qu'il n'a jamais eu vraiment d'avis. Parce que c'était difficile d'en avoir un, vu qu'on parlait de situation qui allait advenir.
mon idée sur Juste Milieu n'a jamais été de dire aux gens « Ne croyez pas, tout ce qu'on vous dit, c'est n'importe quoi, ça n'existe pas ». Pas du tout, c'était juste de dire « Attention, parce que quand on suit tout ce qui est dit dans les médias acceptés, ça va pas, ça cloche. Donc restons prudents parce qu'il y a des choses qui clochent et on l'a vu au fur et à mesure. Même jusqu'au vaccin, par exemple, quelqu'un comme le docteur Jérôme Marty, médecin généraliste, un accent du sud de la France tout à fait sympathique, qui expliquait que concernant les effets secondaires du vaccin, au tout début de la vaccination, il disait mais de toute façon ne vous inquiétez pas, on sait qu'il n'y a pas d'effets secondaires parce que si on prend le temps, si on prend le nombre de gens vaccinés et le temps de vaccination de chaque personne et qu'on le cumule, on a des milliers d'années de recul. On a eu plein de choses comme ça. Et en fait, l'idée, c'est de garder cette prudence, de dire attention, quoi. Faites ce que vous voulez à titre individuel, mais restons prudents, parce que c'est n'importe quoi. Ce qui m'inquiète quand même, c'est plus sur, en tout cas, ce qu'on a pu avoir en France. On a eu des sorties médiatiques qui m'ont vraiment gêné, mais sur le fond, en fait, sur la forme que les citoyens fassent, avec leur libre arbitre, ce que l'État leur demande de faire. Ça, à la limite, voilà, on revient presque au Léviathan de Hobbes. On a à la fois la peur de respecter, de se sentir obligé parce qu'on a peur de l'État, donc on fait ce que l'État nous dit, et puis aussi le libre arbitre du citoyen qui effectivement veut protéger sa santé, tout ça. Ça, c'est une chose. Mais ce qui m'a vraiment fait peur, c'est par exemple la sortie du professeur André Grimaldi, qui est un grand professeur français qui travaille dans un des meilleurs hôpitaux parisiens, qui avait fait une tribune dans le journal du dimanche, c'était en 2021 je crois, où il se posait la question de soigner les non-vaccinés, de les accepter en réanimation. Là, on touche à quelque chose de très grave. Le mot apartheid a beaucoup gêné, parce qu'on a bien sûr le contexte de l'Afrique du Sud, mais si on prend la définition telle qu'elle est connue et reconnue dans l'histoire, on a été dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'il y a des citoyens à qui on a dit, pour un statut vaccinal, aujourd'hui, on se pose la question de quel droit on va maintenir. Et quand, depuis 70 ans, on nous dit plus jamais ça sur ce que l'histoire a pu nous démontrer, et ce que l'histoire a pu faire de pire, moi, ce qui m'a profondément interpellé et interrogé, c'est qu'on a vu ressurgir d'une certaine manière tout ça. Donc, c'est plus une question, en fait, que chaque citoyen, à mon sens, devrait se poser, c'est de dire, bien sûr, je suis ce que le gouvernement nous dit, c'est normal, ce que l'État nous dit, voilà, pour ce qu'on a expliqué juste avant. Par contre, jusqu'où ça va? Et qu'est-ce que ça peut entraîner? Parce que ces questions-là, aujourd'hui, c'était les non-vaccinés. Mais demain, si c'était les homosexuels, si on avait fait ça en temps de sida, si on avait dit, les homosexuels, on va les confiner, on va faire ces mesures-là et tout ça. Mais ça aurait été une aberration, et qui aujourd'hui sera enseignée dans les livres d'histoire, et on aurait dit plus jamais ça. Donc c'est vraiment ça, en fait, au fond, qui m'a profondément dérangé, plus que le libre arbitre de chaque citoyen qui les amenait à faire ce qu'ils ont voulu faire. Certains experts ont même suggéré de parquer les non-vaccinés dans des endroits ou dans des lieux réservés. Mm-hmm. Donc effectivement, là, on a des parallèles qui se font naturellement. Absolument. Sans être... Absolument. On va s'offrir un point Godwin parce qu'on tourne autour du pot, mais c'est ça. La Seconde Guerre mondiale nous a pu l'enseigner pour le motif religieux, ce qui a été fait de manière horrible aux Juifs avec la Shoah, et pas seulement, aussi aux homosexuels, aux handicapés, et tout ça. On est bien sûr dans deux situations complètement différentes. Voilà, j'anticipe sur les commentaires, ils comparent des choses qui n'ont rien à voir. Bien sûr, les époques sont différentes, les situations sont différentes, tout ça est différent. Mais au fond, on a cet enseignement du plus jamais ça, qui justement nous a enseigné depuis des décennies à faire attention, à rester prudent sur comment cela peut ressurgir. Comment du jour au lendemain, on peut pointer du doigt des citoyens pour des raisons X ou Y. Et aujourd'hui, au fond, on a vu ça. On a vu ces ferments qui étaient encore présents. Et avec cette idée de bien faire, c'est la banalité du mal, c'est Hannah Arendt. On est là-dedans, quoi. On est vraiment là-dedans. Hannah Arendt écrit ça en s'appuyant bien sûr sur ce qui s'est passé dans la Seconde Guerre mondiale, mais le fond est le même. Le fond est le même des gens qui, en pensant bien faire, disaient... là, on a par exemple Emmanuel Le Chypre qui est un journaliste spécialiste en économie en France, sur BFM Business, la chaîne d'information, et qui un jour a fait une sortie comme ça, mais je pense qu'en lui-même, il pensait être dans le sens du vent, donc ça allait. Et il expliquait que pour lui, il faudrait aller vacciner de force les gens chez eux. Mais quand on sort, voilà, comme on disait tout à l'heure, quand on sort de l'aspect risible de la situation et de la déclaration, qu'est-ce que ça veut dire au fond? Et c'est ça qui m'a profondément choqué dans cette période, plus qu'une gestion sanitaire qui s'est imposée à tout le monde de par l'urgence et la gravité de la situation. Mécanisme d'ailleurs qui a été adopté par des universitaires ou des académiciens. Et donc, ce n'est pas simplement la population qui suit aveuglément un message de nature totalitaire, en tout cas qu'on peut considérer comme tel, c'est aussi des
des personnes qui doivent être des intellectuels, qui doivent être les garants de ce genre de... Alors ça, c'est peut-être aussi interpellant, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais... Absolument, absolument. Je crois que l'un des vides les plus terribles que j'ai pu observer, alors en France certainement, en Suisse aussi, je crois d'une autre manière, mais c'est le silence complet du monde intellectuel et culturel. En France, on a des vedettes qui sont toujours très promptes à écrire des pétitions pour sauver 3 bébés phoques en Antarctique ou pour voter Emmanuel Macron, ce qui revient plus ou moins au même. Là, il n'y avait plus personne, quoi. C'était le Sahara, il n'y avait rien. On a quasiment pas eu d'artistes qui sont arrivés en disant bah, quand même, parce qu'on met la culture au pas, hein, on a fermé les théâtres, on a fermé le cinéma et tout ça. Alors, dans ces périodes-là, certains pays ont maintenu jusqu'au bout, je crois que ce sont les Pays-Bas, me semble-t-il, qui ont maintenu jusqu'au bout l'ouverture des théâtres, ou la Belgique, l'ouverture, qui ont milité pour ouvrir les théâtres, parce que dans ces périodes-là, quels meilleurs endroits que justement les théâtres, les bibliothèques, les cinémas. Et là, il n'y avait rien. En France, rien. Il n'y a pas eu d'artistes qui sont levés en disant « Attendez, on met la culture au pas, il n'y a plus rien, les gens sont sur Netflix ». Ça a aussi détruit ça. Et le monde universitaire, c'est pareil. Là, à peine aujourd'hui, on voit des gens qui sortent un petit peu du bois en expliquant, bon, effectivement, c'était pas terrible, il y a quelques livres qui paraissent où on a des petites remises en question, mais par exemple, les philosophes... Michel Onfray, notamment, a été très virulent contre les... Michel Onfray, c'est intéressant. Effectivement, il avait eu des propos, je crois que c'était en début 2022, sur un média d'origine chinoise, mais qui publie des contenus en France et en langue française. Et il avait... Non, ça c'était pour la deuxième partie de ce que je veux dire. Et sur la première partie, c'était sur son émission, je crois, sur Front Populaire, bref. Il avait comparé les non-vaccinés à des violeurs. Là encore, c'est terrible. On est dans ce qu'on disait tout à l'heure. Il expliquait que pour lui, avec un raisonnement qui est étonnamment bête pour quelqu'un de cet acabit, que j'apprécie plutôt bien, mais ça c'est que mon avis, il expliquait les non-vaccinés prennent la responsabilité de pouvoir transmettre le virus, donc de tuer les autres, donc c'est comme un violeur qui transmettrait le sida. Sidérant de bêtises, sidérant de violence, mais il avait fait un mea culpa. Quelques mois après, donc sur cette fameuse chaîne chinoise, je crois, il avait dit, effectivement, je me suis trompé, j'ai jugé avec les éléments qui étaient disponibles à ce moment-là, ce qui est en soi pas vrai, hein, qu'on se met d'accord, parce que ce jugement-là, avec ou sans éléments, ça reste une immense connerie. Surtout quand on est philosophe, hein, c'est quand même... Absolument, absolument. Donc il a quand même eu cette démarche-là de faire un mea culpa que beaucoup d'autres n'ont pas fait, avec des sorties aussi sidérantes. Donc, à la limite, bon, allez, pourquoi pas. Mais au-delà de ça, on n'a pas entendu des philosophes, surtout lui, hein, qui pourrait remplir une bibliothèque à lui tout seul, il y a quand même plus de 100 livres parus aujourd'hui, on ne les a pas entendus seulement appliquer, en fait. Appliquer ce qu'ils écrivent dans leurs livres depuis des décennies. On a une histoire de la philosophie qui est formidable, sur la question de la liberté, sur la question des libertés individuelles, sur la question du Léviathan, on parlait chez Hobbes par exemple, des dérives possibles, sur les travaux d'Hannah Arendt. Il fallait simplement dire aux gens, lisez ça, parce que c'est compliqué. Donc voilà, Raphaël Enthoven aussi, pareil, qui est un philosophe médiatique, une sorte de BHL de division 2, pareil quoi. Alors lui, c'était même l'inverse. Pour lui, c'était tout se passait très bien. Et au fond, les libertés individuelles n'ont jamais été attaquées. C'est terrible, en fait, ce vide qui a été laissé.